Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités sur les hommes et les femmes sont ignorées, réduites au silence ou qualifiées d'offensantes? Pourquoi, malgré tout ce que l'histoire, la psychologie et l'expérience nous ont montré, continuons-nous à insister sur le fait que les hommes et les femmes sont fondamentalement identiques, non seulement en valeur mais aussi en nature, motivation et désir? Carl Jung n'était pas d'accord avec cette illusion. Il croyait qu'au-delà de nos masques collectifs, au-delà des rôles sociaux et des attentes polies, se cachent des forces primordiales, des schémas psychologiques profondément enracinés qui façonnent la façon dont les hommes et les femmes se perçoivent, se désirent et échouent à se comprendre. Il a appelé ces forces des archétypes, et l'un des plus importants et des plus mal compris est l'anima, l'image féminine à l'intérieur de la psyché masculine. Alors que des philosophes comme Schopenhauer voyaient les femmes à travers le prisme de la biologie et de l'instinct, Jung regardait plus profondément. Il voyait que beaucoup de ce que les hommes croient sur les femmes et ce que les femmes attendent des hommes ne provient pas d'une compréhension rationnelle mais d'une projection. Nous ne tombons pas amoureux de qui quelqu'un est, nous tombons amoureux de ce qu'il nous renvoie des profondeurs de notre propre inconscient. Pour Jung, cela explique pourquoi tant de relations sont bâties sur la confusion et la déception. Un homme ne voit pas une femme clairement, il voit son anima, son image intérieure de la féminité, façonnée par des mythes d'enfance, des rêves et des histoires collectives. Il ne tombe pas amoureux d'une personne mais d'un symbole, et lorsque la réalité perce finalement l'illusion, la désillusion s'installe. Cette projection n'est pas une erreur, c'est un mécanisme de la psyché. Mais le danger survient lorsque nous confondons la projection avec la personne. Jung croyait que la société moderne encourage cette confusion. On nous apprend à croire au fantasme de l'âme sœur, à l'amour idéalisé et à la compatibilité éternelle. Mais tout cela évite la vérité plus profonde que les hommes et les femmes portent en eux des énergies inconscientes qui entrent en collision, attirent et repoussent avec des forces bien au-delà du contrôle conscient. Et la dure vérité est que la plupart des gens ne tombent jamais vraiment amoureux les uns des autres. Ils tombent amoureux de leur propre projection. Lorsque ces projections s'estompent, ils se sentent trahis, non pas parce que l'autre personne a changé, mais parce que l'illusion est morte. Et la vision de Jung sur le féminin et sur les femmes elles-mêmes n'était pas dégradante mais profondément complexe. Et elle ne réduisait pas les femmes à l'instinct ou à la biologie, au contraire, il les voyait comme des incarnations d'un pouvoir psychique profond lié à la nature, à la lune, au corps et au mystère de l'inconscient. Mais il a également averti que lorsque les hommes projettent leur anima sur les femmes, lorsqu'ils voient les femmes uniquement comme des guérisseuses, des muses ou des rédemptrices, ils dépouillent les femmes de leur pleine humanité. Pire encore, ils restent piégés dans une immaturité psychologique. L'homme qui vénère le féminin sans l'intégrer reste un garçon. Et elle cherche un sauvetage émotionnel, évite la responsabilité et romantise au lieu de se relier. Et la femme prise dans cette projection se retrouve souvent avec un fardeau qu'elle n'a jamais demandé à porter, le fardeau d'être le fantasme de quelqu'un. Au lieu de son propre moi complet. Cela, croyait Jung, est l'une des racines de la souffrance relationnelle. Pas de haine, pas d'inégalité, mais une confusion inconsciente. Que se passe-t-il donc lorsque ces fantasmes commencent à se fissurer, lorsque les hommes commencent à voir les femmes non pas comme des déesses ou des ennemis, mais comme des êtres humains avec leurs propres ombres, besoins et instincts? Ce moment, souvent douloureux, est le début de la croissance psychologique, mais seulement si l'homme a le courage de retirer la projection et de rencontrer le féminin en lui-même d'abord. Et c'est ce que personne ne veut entendre, car cela signifie que l'amour ne consiste pas à trouver l'élu, il s'agit de faire face aux parties de vous-même que vous avez évitées. Et cela demande du travail, cela nécessite une intégration de l'ombre, cela exige une forme d'honnêteté émotionnelle que la société, avec tous ces scénarios polis et ces récits romantiques, nous préparent rarement. Si la psyché masculine est hantée par une anima mal comprise, la psyché féminine lutte avec l'animus, son image intérieure de la masculinité. Tout comme les hommes projettent sur les femmes projettent sur les hommes force, salut, sécurité, danger. Ces projections miroirs alimentent l'attraction mais aussi les malentendus sans fin. Jung n'a pas dit cela pour nous diviser. Il a dit pour que nous puissions enfin commencer à nous rencontrer au-delà de l'illusion, au-delà de la projection, en tant qu'individus entiers sur le long chemin de l'individuation. Mais pour y parvenir, nous devons d'abord confronter le fantasme. Carl Jung ne croyait pas que les hommes et les femmes étaient des ardoises vierges sculptées entièrement par la culture et la socialisation. Il reconnaissait l'importance de l'éducation et de l'environnement, oui, mais il pointait également vers quelque chose de plus ancien, de plus profond et de plus difficile à affronter. Les forces archétypales ancrées dans notre psyché, façonnées par des millions d'années d'évolution, d'expérience et de mythes. Pour Jung, l'idée que les hommes et les femmes sont psychologiquement identiques n'est pas seulement naïve, elle est dangereuse. Elle nous aveugle aux manières subtiles
mais essentiel dont nos instincts, nos pulsions biologiques et nos images inconscientes façonnent notre comportement. Lorsque nous ignorons ces forces, nous ne devenons pas plus éclairés, nous devenons plus perdus, plus réactifs et plus enclins à blâmer l'autre pour ce que nous n'avons pas résolu en nous-mêmes. Là où Schopenhauer voyait les femmes comme irrationnelles et instinctives de manière dégradante, Jung a reformulé cette vision. Et elle voyait l'instinct non pas comme une infériorité mais comme une profondeur, comme une connexion à l'inconscient, à la nature, au cycle et au rythme que les hommes ont longtemps craint ou tenté de dominer. Dans le modèle de Jung, les femmes n'étaient pas des créatures d'émotions superficielles mais des gardiennes de la vie intérieure. Elles portaient le mystère du corps, l'intuition du ressenti et la connaissance symbolique de la lune, de la terre, de l'utérus, toutes choses oubliées dans un monde obsédé par la lumière et la logique. Mais cette connexion à l'instinctuel n'est pas sans conséquence. Jung soutenait que tout comme les hommes sont souvent séduits par l'illusion du contrôle, les femmes peuvent être emportées par l'attrait de l'émotion. Les deux sexes souffrent lorsqu'ils perdent l'équilibre, lorsque l'esprit conscient devient dominé. Par ce qui se cache sous la surface chez les femmes, l'animus non intégré peut apparaître comme une rationalité froide, une critique acerbe ou une possessivité. Chez les hommes, l'anima réprimé peut émerger sous forme de chaos émotionnel, de projection ou de dépendance. Ces forces ne sont pas choisies. Elles sont héritées. Elles vivent en nous que nous en soyons conscients ou non. C'est ici que l'instinct devient si crucial, car l'instinct, lorsqu'il est laissé inconscient, ne disparaît pas, il contrôle depuis l'ombre. Beaucoup de ce que nous appelons tomber amoureux, désir ou attraction n'est pas une décision rationnelle mais un mouvement de la psyché guidé par des besoins ancestraux, des désirs archétypaux et des blessures intérieures non exprimées. Par exemple, Jung croyait que les hommes poursuivent souvent la grandeur non seulement pour réussir mais pour échapper à la peur du vide intérieur. L'élan de construire des empires, de conquérir, d'inventer est souvent une compensation pour l'absence d'intégration émotionnelle. Les hommes externalisent leur énergie, la projettent dans le monde parce qu'ils n'ont pas encore appris à faire face à leur féminin intérieur, l'anima. C'est pourquoi de nombreux hommes se sentent profondément attirés par des femmes qui incarnent la douceur, la beauté, le soin ou l'intuition. Non seulement parce qu'ils les trouvent attirantes, mais parce que ces traits symbolisent quelque chose qui leur manque. Cette dynamique crée un malentendu profond. Un homme peut idéaliser une femme pour sa sensibilité, pour son calme, pour son âme, sans réaliser que ce qu'il voit en réalité est sa propre inconscience projetée vers l'extérieur. Une fois que la relation s'approfondit et que la projection commence à s'estomper, il éprouve souvent déception ou colère. Et elle pourrait dire qu'elle a changé alors qu'en vérité, elle n'a pas changé. L'illusion l'a fait. Jung appelait ce moment le retrait de la projection, et bien que douloureux, c'est le début de la maturité. C'est la porte d'entrée vers une véritable relation, une où chaque personne voit l'autre non pas comme un sauveur ou un objet, mais comme une âme sœur luttant avec ses propres ombres. Considérons maintenant l'inverse. Les femmes projettent trop souvent l'animus. La figure masculine au sein de la psyché féminine est souvent idéalisée comme un protecteur, un héros, une main forte et stable qui peut apporter ordre et sécurité. Lorsqu'une femme trouve un homme qui reflète cette image, même faiblement, l'attraction est intense. Mais encore une fois, il ne s'agit pas vraiment de lui, il s'agit de l'archétype intérieur, de l'image qui vit dans son inconscient. Tout comme l'homme est écrasé lorsque son fantasme de la femme parfaite échoue à se maintenir, la femme devient désillusionnée lorsque l'homme se révèle faillible, émotionnel ou faible. Elle voulait le héros mais a obtenu un être humain. Jung n'a jamais dit que ces schémas étaient mauvais, ils sont naturels. Mais laissés sans examen, ils causent de la souffrance. Instinct non contrôlé ne nous mène pas vers l'amour mais vers la projection, la déception et le ressentiment. Alors, quelle est la solution? Jung croyait que le chemin à suivre n'est pas de détruire les différences de genre mais de devenir conscient de celles-ci. Le féminin et le masculin vivent en chaque personne. Ce n'est qu'en reconnaissant, intégrant et respectant ces opposés que nous pouvons commencer à nous relier les uns aux autres en tant qu'êtres entiers. Et elle appelait ce voyage de toute une vie l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment en confrontant votre propre inconscient. Cela signifie posséder votre ombre, récupérer vos projections et ne plus exiger que le sexe opposé porte vos blessures, comble vos besoins non satisfaits ou vous complète. Et la plupart des gens, croyait Jung, n'atteignent jamais ce stade, ils restent piégés dans des boucles d'instinct et de fantaisie, blâmant éternellement l'autre pour leur conflit intérieur. Mais ceux qui font le travail, ceux qui osent explorer leur propre psyché, commencent à voir les relations non pas comme un salut mais comme des miroirs, non pas comme un champ de bataille mais comme un chemin vers la plénitude. Jung croyait que ce que la plupart des gens appellent l'amour n'est pas de l'amour du tout, du moins pas de la manière dont nous l'imaginons. Pas comme une compréhension mutuelle, pas comme une connexion spirituelle profonde, pas même comme un choix conscient. À son avis, l'amour tel qu'il est vécu par la majorité est plus précisément décrit comme une projection,
une illusion vive et chargée émotionnellement projetée par l'inconscient sur une autre personne, généralement de sexe opposé. Et cette projection, avertissait Jung, est si puissante, si envoûtante, que la plupart des gens la confondent avec la vérité. Ils croient avoir rencontré leur âme sœur, leur autre moitié, leur contrepartie destinée. Mais ce qu'ils ont réellement rencontré est le visage de leur propre psyché reflété dans un autre être humain. Pour un homme, cette projection passe par l'anima, l'archétype féminin interne façonné par toutes les femmes qu'il a connues, aimées, craintes ou imaginées. Son premier imprime de la féminité, souvent sa mère, forme la base de cette image intérieure. À mesure qu'il mûrit, des histoires culturelles, des expériences personnelles et des désirs inconscients superposent de nouvelles significations. Finalement, il ne voit pas les femmes telles qu'elles sont mais comme des réceptacles de cette image archétypale. Il tombe amoureux non pas de la femme mais de son âme perdue portant son visage. Jung n'a pas dit cela pour rejeter l'amour romantique, bien au contraire. Il croyait qu'à travers ses projections, nous sommes en réalité appelés vers la plénitude. L'anima représente le côté émotionnel et intuitif non développé de la psyché masculine. Lorsqu'un homme se sent attiré par une femme qui incarne ses qualités, il ne s'agit pas seulement d'attraction sexuelle, il s'agit d'intégration. Son âme l'appelle à récupérer quelque chose qu'il a perdu ou ignoré. Mais voici le problème, plutôt que de faire le travail intérieur pour récupérer ses qualités, la plupart des hommes essaient de les posséder à travers la femme. A eu lieu de développer la sensibilité, l'empathie et le calme intérieur en eux-mêmes. Ils s'accrochent à la femme qui représente ces choses et essaient de la garder près d'eux. Et lorsque celle-ci ne parvient pas à rester un reflet parfait de cet idéal intérieur, comme elle le fera inévitablement, ils se sentent trahis. Et la projection se brise, l'illusion se dissout, et l'homme se retrouve face à un choix, soit la blâmer pour avoir changé, soit reconnaître qu'il ne l'a jamais vraiment connue en premier lieu. Et la rupture de l'illusion est ce que l'on appelle le moment de retrait. C'est douloureux, désorientant, souvent humiliant, mais c'est aussi essentiel car c'est seulement alors, lorsque la projection a été brisée, que le véritable amour peut commencer. Un amour non basé sur le fantasme ou le désir inconscient, mais sur une présence lucide et une reconnaissance mutuelle. Maintenant, retournons la dynamique. Les femmes aussi tombent sous la projection. Dans leur cas, la projection est façonnée par l'animus, l'archétype masculin interne, souvent formé par l'image du père, ensuite infusé des idéaux culturels de force, d'intellect, de protection et de but. L'animus apparaît dans les rêves et les fantasmes comme un homme sage, un guerrier, un guide, ou à ses pôles les plus sombres, comme un tyran dominateur ou un critique froid. Lorsqu'une femme projette son animus sur un homme, elle le voit souvent comme plus qu'il ne l'est, un symbole de salut, d'ordre, de but. Elle sent qu'il peut la guider, la stabiliser, lui donner un sens. Mais ce qu'elle désire vraiment, c'est une direction intérieure, une force intérieure, une clarté mentale, des traits qu'elle n'a pas encore développés ou acceptés en elle-même. Lorsque l'homme échoue à incarner ces choses parfaitement, lorsqu'il faiblit, devient vulnérable, émotionnel ou perdu, elle aussi se sent désillusionnée. L'illusion se brise, et elle aussi fait face à un choix, se retirer dans le ressentiment ou commencer le travail d'intégration de l'animus, apprenant à écouter sa propre voix intérieure de raison et de structure plutôt que de la chercher exclusivement chez l'autre. Jung a décrit toute cette dynamique comme une tragédie des relations modernes, non pas parce que l'amour est condamné, mais parce que la plupart des gens ne reconnaissent jamais ce qui se passe réellement. Ils ne tombent pas amoureux l'un de l'autre, ils tombent dans les archétypes de l'autre. Et tant que ces archétypes restent inconscients, la relation est plus une pièce de théâtre qu'un partenariat. Il a écrit, là où l'amour règne, il n'y a pas de volonté de pouvoir, et là où le pouvoir prédomine, l'amour fait défaut. Mais que se passe-t-il lorsque l'amour est pouvoir? Que se passe-t-il lorsque l'inconscient utilise l'attraction comme un moyen de manipuler, de dominer ou de satisfaire des besoins d'enfance non comblés? Alors ce que nous appelons passion devient un champ de bataille. Les relations deviennent des luttes de pouvoir déguisées en dévotion. Nous poursuivons ce qui nous manque, contrôlons ce que nous craignons et utilisons les autres pour éviter de nous rencontrer nous-mêmes. C'est ici que le concept d'ombre de Jung devient crucial. L'ombre est tout ce que nous réprimons, nions ou renions en nous-mêmes. Dans les relations intimes, elle ne disparaît pas, elle se projette sur l'autre. L'homme contrôlant qui accuse sa partenaire d'être manipulatrice, la femme anxieuse qui voit son partenaire comme émotionnellement indisponible. Souvent, ce que nous détestons le plus chez l'autre est ce que nous portons secrètement en nous. L'amour devient alors non seulement une opportunité de bonheur mais aussi de guérison, si nous avons le courage de regarder nos projections, de récupérer nos ombres, de retirer l'anima et l'animus, et de voir l'autre tel qu'il est vraiment. Nous commençons le chemin lent et douloureux vers une véritable intimité, non pas une fantaisie. Possession mais présence. Jung savait que peu de gens sont prêts à faire ce travail. Cela nécessite une confrontation de soi, de l'humilité et la perte d'illusions réconfortantes. Mais pour ceux qui le font, pour ceux qui peuvent rencontrer
l'autre non pas comme un sauveur ou un projet mais comme une personne entière suivant son propre chemin, l'amour se transforme. Et elle devient un vaisseau non pour la validation mais pour la transformation. Et elle devient sacrée. Carl Jung n'a jamais promis de confort. Sa psychologie n'était pas conçue pour apaiser les égos ou renforcer les mythes culturels. Elle était conçue pour libérer l'âme, pour nous guider à travers l'obscurité en nous-mêmes et vers la clarté de la connaissance de soi. En ce qui concerne la relation entre les hommes et les femmes, il n'a offert aucun chemin facile, aucune utopie d'harmonie parfaite. Ce qu'il a offert, c'est la vérité, et la vérité n'est jamais facile. Et la dure réalité que personne ne veut entendre est la suivante. La plupart de ce que nous appelons l'amour est un miroir. Et la plupart de ce que nous désirons chez l'autre est quelque chose qui nous manque en nous-mêmes. La plupart de nos chagrins d'amour ne proviennent pas de ce que l'autre a fait mais de l'effondrement de nos propres illusions. Et cet effondrement est nécessaire car ce n'est que lorsque la projection se brise que la véritable relation peut commencer. Jung n'a pas appelé à l'égalité entre les sexes, il n'a pas prétendu que les hommes et les femmes sont des âmes indistinguables dans des corps différents. Et elle voyait le féminin et le masculin comme des forces complémentaires, chacune portant une sagesse unique, chacune portant des blessures uniques. Et lorsque ces forces se rencontrent inconsciemment, elles s'entrechoquent. Mais lorsqu'elles se rencontrent consciemment, elles guérissent. L'amour n'est pas censé vous compléter, il est censé vous éveiller. Et si vous voyez chez l'autre quelque chose de divin, demandez-vous, cette divinité est-elle aussi enfouie en moi? Si vous êtes attiré par quelqu'un qui vous apporte calme, sécurité, excitation ou force, demandez-vous, quelle partie de moi ai-je réduite au silence qui désire cette énergie? Car tant que nous ne ferons pas ce travail intérieur, nous continuerons à répéter le même cycle, attraction, projection, déception, blâme. Nous confondrons notre propre âme blessée avec l'âme d'un autre, et nous appellerons cela la romance. Jung a enseigné que le seul moyen de sortir de ce cycle est l'individuation, le long et difficile voyage vers la plénitude. Cela signifie rencontrer votre anima, intégrer votre animus, confronter votre ombre, récupérer vos projections et vous tenir non pas comme une moitié de personne cherchant à se compléter mais comme une personne entière prête à rencontrer l'autre non pas pour sauver ou être sauvé mais pour partager le chemin. Ce n'est pas un amour sentimental, ce n'est pas un amour de conte de fées, ce n'est pas un amour confortable. C'est un véritable amour, et dans un monde noyé dans les illusions, cela pourrait être la chose la plus rare de toutes.